Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Vous êtes inscrits, vous êtes nombreux à vous être inscrits. Là, on est pour le moment 41. Et puis, nos panélistes, que je remercie. Vous savez que la COP de la Convention contre la désertification et la dégradation des sols s'est ouverte à Abidjan, hier, il me semble. Les États membres de cette convention, qui est une des 3 signée à Rio en 92, se réunissent dans le cadre de cette conférence de haut niveau pour discuter des sujets et entrer à la dégradation des terres, hein, et la désertification, et qui a pour objectif cette année, il y a une COP tous les 2 ans, il me semble, de restaurer 1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Restaurer les sols, c'est conserver un puits de carbone assez important et préserver une biodiversité et surtout des services écosystémiques, évidemment l'alimentation, mais aussi l'habillement, la filtration de l'eau, sa potabilité, etc. Cet enjeu est de lutter contre la désertification des sols et leur dégradation est forcément lié avec la préservation des forêts, qui est un autre puits de carbone hyper important, qui est sans doute le 2e puits de carbone après l'océan, et auquel on fait souvent référence d'ailleurs quand on parle climat, qui est l'objet de ce webinaire, vu que ce webinaire est intitulé «Les acteurs financiers contre la dégradation des forêts et la déforestation». On parle communément des forêts, mais on va plutôt indiquer ici, et il faut le souligner, qu'on souhaite indiquer qu'il s'agit de forêts primaires, mais aussi de mangroves, de prairies, de savanes, donc vraiment d'élargir le terme forêt, même si peut-être plus simplement on évoque le sujet, le concept des forêts, on a bien derrière tous ces écosystèmes qui sont finalement les poumons verts de la planète, c'est en tout cas ce qu'on a l'habitude d'indiquer. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'actualités sur ces écosystèmes qui sont riches et de biodiversité qui sont riches pour les sociétés humaines, euh, parce qu'elles ont été pas mal dégradées, notamment du fait des activités humaines. Il faut les protéger d'urgence si on veut relever notamment les défis auxquels on est confronté, qui sont à la croisée du climat et de la biodiversité. S'il y a une grosse vingtaine d'années, en fait 20 ans, le président français qui était Jacques Chirac alertait sur la maison qui brûle. Ça fait quelques années déjà que la forêt, au sens large du terme, encore une fois, hein, brûle. Les écosystèmes qui sont concernés par la déforestation emportée brûlent depuis des mois, et je lisais encore hier que la Sibérie faisait à nouveau l'objet d'actualités, car étant en flammes. Ces feux reviennent et deviennent assez récurrents, hein, ces dernières années, et expliquent d'ailleurs les chiffres selon lesquels la Russie est étonnamment le premier pays ayant le plus déforesté ces 10 dernières années. On n'y pense pas. On pense souvent à l'Amazonie, mais en fait, c'est la forêt, notamment sibérienne, et la toundra, du coup, qui n'est du coup pas une forêt primaire tropicale, au sens où on pense qu'est la forêt dans nos imaginaires, en tout cas. Les écosystèmes que j'ai cités, donc la mangrove, les prairies, mais aussi la savane, sont des biens communs qu'on peut dilapider sur l'autel d'un développement qui est finalement insoutenable. Ils sont habités par des hommes, des femmes, des sociétés, des populations autochtones, au savoir que nous devons protéger, qui doit se transmettre, mais surtout qui sont habités par du vivant non humain, ces écosystèmes qui sont le refuge de 80% des animaux terrestres, des insectes, des végétaux, qui jouent un rôle primordial pour le cycle du carbone, de l'eau. Lutter contre la déforestation importée, qui est donc l'objet du séminaire, est une des priorités pour nos sociétés au global, mais aussi une priorité pour la France, et sans doute, j'espère, une priorité pour l'écosystème financier ou l'écosystème de Finance for Tomorrow. La France, qui a pris d'ailleurs la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, comme vous le savez depuis janvier, a fait du règlement européen contre la déforestation une priorité. Ça va être l'intervention de Béatrice, que je remercie d'être présente, et notamment parce que je sais qu'elle est très occupée en ce moment avec une réunion du G7. Béatrice, qui est chargée de mission senior forêt à la DAUI, donc à la Direction des affaires européennes et internationales du ministère de la Transition écologique. D'ailleurs, je me permets de vous introduire le panel qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, le panel d'experts du ministère de la Transition écologique et du CGDD, Commissaire général au développement durable.
qui nous a aidés à monter avec d'autres personnalités de la société civile, ce webinaire qui se déroulera en 2 parties cette semaine, avec un focus sur la réglementation française et européenne et un regard sur des acteurs qui font déjà, qui sont engagés, mobilisés sur le front des forêts. Et puis une deuxième partie la semaine prochaine qui sera davantage focus sur la parole de cette société civile avec laquelle on a construit ce webinaire, avec lesquels on a réfléchi, et puis vous, acteurs de la finance durable. Je vous laisse vous présenter si ça vous va, mesdames, Manon, Isabelle, Marine et Béatrice, sans oublier évidemment, après cette mise en contexte des enjeux de déforestation, la parole à des acteurs, notamment des corporates, qui sont présentes au sein d'une alliance pour la préservation des forêts, dont la directrice Laure est parmi nous. Et avant encore de donner la parole à un acteur public français qui est engagé de longue date sur les enjeux de la biodiversité, qui est membre historique par ailleurs de Finance for Tomorrow et qui présentera de la stratégie de l'Agence française pour le développement contre la déforestation. On prendra après quelques questions. Je vous donnerai la parole. Si vous levez la main, je vous verrai et je vous ouvrirai les micros pour une séance de questions-réponses. Merci beaucoup à tous d'être présents. On est 66. Béatrice, je te laisse. Merci encore à toi. Et puis, j'informe l'audience que si Béatrice doit nous quitter dans 15 minutes, 20 minutes, on prendra les questions. Évidemment, Marine, qui est la chargée de mission déforestation du CGDD, pourra essayer d'y répondre. Sinon, on les enregistre et puis on les fera passer à Béatrice et évidemment, on vous retransmettra ces réponses. Merci encore à vous. Peut-être, désolée Béatrice, juste avant, Marguerite, oui, certaines personnes sont sur Teams. Voilà, pour info. Donc, ok, alors je vais envoyer, alors si vous pouvez, alors je ne sais pas comment faire, mais je vais essayer de me débrouiller. Ouais, sur Teams, je vais essayer de me connecter en même temps sur Teams. Je ne sais pas si, j'imagine que je peux utiliser deux outils de visio en même temps. En tout cas, je me débrouille. Merci beaucoup, Manon. Apparemment, Marguerite, Manon Tran indique que le lien Zoom a été partagé dans la conversation Teams. Donc, je pense que c'est géré. D'accord, super. Merci beaucoup à Manon, alors. Merci. Bon, Béatrice. Bonjour, Béatrice Galin. Je travaille pour le ministère de la Transition écologique, comme mes collègues qui sont présentes du CGDD. Je travaille par contre pour la direction de l'action européenne et internationale et je suis particulièrement chargée non pas des forêts mais de la déforestation importée au niveau international et au niveau européen où je co-référente avec Antoine Aouchine qui est parti à la COP désertification où donc nous coordonnons tous les deux le règlement européen pour le MTE, mais avec aussi une équipe interministérielle. Donc là, peut-être que je vais commencer par partager mon écran. Voilà, c'est bon pour vous ? Peut-être en préambule, effectivement, rappeler que donc, la France est présidente du Conseil de l'Union et donc, je ne sais pas si vous le savez tous, mais c'est un rôle qui est très particulier. Il a l'avantage de pouvoir positionner des textes de manière comment dire, prioritaire. En revanche, dans les négociations, nous avons un rôle de coordinateur. Ça veut dire que ce n'est pas un moment privilégié pour pouvoir pousser des positions, mais c'est un moment privilégié pour pouvoir amener ce qu'on appelle des compromis au niveau européen. Donc, ça veut dire que voilà, ce n'est pas forcément le moment où la France peut influer. En revanche, elle fait avancer les débats et permettre que ce texte puisse aboutir à la fin de sa présidence. Alors, comme je vous le disais, ou Marguerite plutôt l'a dit, c'est une priorité de la PFUE. Ce sujet ne sort pas de nulle part, hein, comme vous le verrez tout à l'heure avec la présentation de Marine.
avec la SNDI, l'Union européenne réfléchit depuis très longtemps et travaille depuis très longtemps sur le sujet de la déforestation et de la dégradation des forêts. Ça a commencé d'abord en 2019 avec une communication qui a été faite, c'est Stepping Up Action to Protect Worldwide Forests. Et justement pour pouvoir mettre en place une stratégie globale qui puisse, à travers différents leviers, travailler à protéger la biodiversité. Donc il y a différentes politiques, de la coopération internationale, des financements et investissements pour la recherche. Et là, je pense que Manon et Isabelle pourront présenter justement ces autres types d'actions qui ont été menées de manière générale, mais qui néanmoins font un tout assez logique par rapport à la stratégie de l'Union européenne. En novembre 2021, la Commission a publié son projet de règlement pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts, ce qui a permis donc à la France de pouvoir positionner ce texte comme prioritaire. L'objectif de ce texte est de réduire à son minimum l'import, mais aussi l'export du marché européen de produits qui sont associés à la déforestation et à la dégradation des forêts. C'est une chose assez importante, nous le verrons, parce que c'est ce qui répond à un besoin qui est très, très important pour les États membres, justement, c'est de pouvoir être en compatibilité avec les règles de l'OMC. Le processus interne de l'UE est en cours pour le moment, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais nous espérons vraiment, enfin en tout cas nous œuvrons de manière très active pour parvenir à une orientation générale lors du dernier Conseil environnement qui sera le 28 juin. Alors une orientation générale, c'est un mandat de négociation qui est donné au Conseil pour pouvoir ensuite faire le trilogue avec le Parlement et ensuite la Commission. Et donc, c'est un mandat qui peut évoluer un petit peu, mais qui ne peut pas fondamentalement revenir sur ce qui a été décidé. Donc voilà, donc le travail qui est en cours est intense. Et donc, mais bon, voilà, normalement, nous arrivons dans les dernières phases, donc nous espérons que tout se passera bien. Que vous dire, donc du coup, comme je vous disais, que donc la France, dans son rôle de coordinateur, ne peut pas avoir une position sur ce texte, hein, puisque ce n'est pas la position française qui importe, mais bien la position des États membres, afin de trouver des équilibres entre les différentes demandes qui peuvent être faites. Néanmoins, nous considérons que ce texte est positif et porte une ambition qui est conforme aux objectifs des autorités françaises. Il faut dire que pendant l'élaboration du texte, la France a œuvré de son côté et a envoyé des communications à la Commission justement pour qu'on retrouve des choses, enfin des éléments justement de la SNDI dans le texte. Donc nous sommes satisfaits de l'ambition. Ce texte se compose de 9 chapitres, 36 articles et 2 annexes, donc c'est un texte qui est assez important. Il est articulé autour d'un concept central et très novateur, enfin oui, qui est très novateur quand même pour ce type de texte avec autant de commodités, c'est un système de diligence raisonnée obligatoire. Et cette diligence raisonnée s'applique à 6 commodités et leurs produits dérivés. Donc nous avons le café, le cacao, l'huile de palme, le soja, le bœuf et le bois, ainsi que les produits dérivés comme le cuir par exemple. Il s'appuie sur un système de benchmarking à 3 niveaux. Donc, ce système de benchmarking, c'est pour pouvoir évoluer la typologie des pays tiers, hein, s'ils sont à bas risque de déforestation ou de dégradation, s'ils sont standards ou à haut risque. Peut-être vous dire que tous les pays seront standards au départ, et ensuite, la Commission va pouvoir mener des évaluations en fonction du niveau de dégradation, de déforestation, de législation qui sont mises en place dans le pays pour pouvoir déterminer à quelle échelle il se situe. Donc, des obligations donc, à travers cette diligence raisonnée pour les opérateurs en fonction justement de ce niveau de risque. Des obligations aussi pour les autorités compétentes afin de mettre en place un système de contrôle et mettre en place aussi des pénalités et des sanctions. Et puis, un texte qui était déjà dans la sphère européenne, c'était le RBE, c'est le règlement bois de l'Union européenne,
qui avant visait avant tout le bois, l'exploitation de bois illégal, là du coup rentre dans le champ de ce règlement et se trouve abrogé. Voilà, donc nous sommes effectivement satisfaits, mais nous avons néanmoins il reste quand même quelques vigilances à avoir. Donc les points positifs de ce texte, c'est que là, il y a une prise en compte de la dégradation des forêts qui sont les prémices de la déforestation, donc ça c'est un très bon point, même si ça reste quand même très compliqué, je vous l'expliquerai ensuite pourquoi. La prise en compte de la déforestation légale et illégale, là aussi, c'est un grand pas parce que en dehors de l'illégalité, il y a aussi le sujet de la durabilité. Et c'est justement en gérant la légalité de la déforestation qu'on peut commencer à travailler aussi sur sa durabilité. Et donc, ça, c'est un grand pas parce que ce n'est pas du tout le cas dans les autres procédures, enfin pas procédures, dans les autres actes qui ont été pris, que ce soit par le Royaume-Uni ou les États-Unis, où en fait le sujet de l'illégalité reste majeur et la légalité pas du tout pris en compte. Et puis dans ce texte, ce qui est encourageant aussi, c'est le fait que la coopération est un article, c'est l'article 28, avec les pays producteurs. Les points particuliers d'attention que nous avons concernent le périmètre. Donc le périmètre du règlement, pour le moment, n'intègre que l'écosystème forestier et il n'intègre pas du tout les autres écosystèmes riches en biodiversité. Donc, c'est un sujet qui suscite énormément de discussions des États membres parce que, effectivement, il est à craindre des risques de fuite et que, justement, le problème de la déforestation ne se déporte sur d'autres écosystèmes. Voilà. Mais pour l'instant, ce sujet est considéré comme devant être pris en compte lors du premier réexamen du texte, car pour le moment, ce règlement est considéré comme assez complexe et assez large dans son périmètre. Et donc, voilà, donc les discussions sont en cours et donc on verra comment elles aboutissent. Il y a aussi la liste des commodités qui n'intègre pas l'EVA, donc le caoutchouc naturel, qui lui est présent dans la SNDI. Et ensuite, donc la date de référence qui est prise au 31 décembre 2020, alors qu'il existe d'autres législations nationales qui ont été prises bien avant. Et donc, les discussions sont en cours pour voir comment tout ça peut être pris en compte. Et puis la SNDI, enfin la France préconisait plutôt une date butoir qui est fixée au 1er janvier 2020. Les mesures complémentaires sont manquantes, telles que la question des droits humains, qui ne se retrouvent pas du tout dans le texte, la prise en compte du secteur financier, qui ne s'y trouve pas non plus, ou le manque de délai sur les mesures le manque de détails sur les mesures d'accompagnement. Effectivement, ça c'est un sujet qui est énormément remonté des États membres. Les mesures d'accompagnement des pays producteurs sont un sujet central. Et donc, évidemment, la Commission travaille depuis de très nombreuses années avec les pays tiers à développer aussi des réseaux comme les Cacao Talks ou ce genre d'actions. Elle suit à peu près 70 pays sur ces sujets-là. Donc, elle a quand même une implantation et des dialogues réels. Néanmoins, nous sommes en attente d'une stratégie un petit peu plus claire pour nous assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, que tous les pays sont bien concernés et que les petits exploitants sont bien pris en compte, car ce sujet va vraiment les toucher de manière assez forte. Voilà. Et puis l'autre point d'attention important, évidemment, c'est la compatibilité avec les règles de l'OMC, qui est un sujet majeur aussi. Et en effet, il n'est pas question de faire de discrimination avec ce texte. L'idée de ce texte, c'est quand même de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité. C'est comme ça qu'il a été privilégié dans la filière environnement de la Commission. Et donc, c'est son but ultime. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la dégradation comme l'export de produits issus de l'Union européenne sont concernés par ce règlement.
Donc voilà, ça complexifie effectivement les choses, mais ça permet d'avoir une équité dans la manière d'envisager le commerce de toutes ces commodités. Alors peut-être que je vais juste vous rappeler une chose, c'est que pour le moment, bah non, enfin, excusez-moi, c'est bien cette slide. Voilà, donc le processus qui est en cours là pour le moment, il y a eu une première phase de balayage par les délégations, donc le texte est paru en novembre. Il faut avouer quand même que tous les États membres n'avaient pas le même degré de maturité sur le sujet. La France, évidemment, avec la SNDI, mais d'autres pays comme l'Allemagne ou le Danemark ou les Pays-Bas étaient déjà très avancés sur ces sujets-là, et d'autres pays l'étaient un petit peu moins. Donc, il a fallu tout un temps d'acculturation et qui ont donné lieu à un balayage du texte et 3 conseils, dont un conseil environnement qui s'est tenu à Amiens, un autre Agri qui s'est tenu en février, et un dernier conseil Envie qui s'est tenu le 17 mars. Voilà, ces conseils ont permis de donner des lignes directrices de tous les ministres des États membres, justement pour soulever, pour donner d'abord leur volonté d'aboutir sur ce texte, et donc montrer qu'il y avait quand même un consensus sur porter un texte qui lutte contre la déforestation et qui lutte contre la dégradation des forêts. Néanmoins, ça a permis quand même de soulever des sujets très importants et qui ont donné lieu donc aux discussions ensuite sur l'enjeu des définitions, de quoi on parle quand on parle enfin, quel est le champ d'application de ce règlement, donc de quel écosystème on parle. Sur le sujet de la dégradation des forêts, par exemple, c'est un sujet qui a soulevé énormément de questions parce qu'il est difficile à définir. Il n'y a pas eu de définition internationale sur ce sujet depuis 15 ans. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui suscite encore beaucoup de discussions. Et donc voilà, et puis il faut pouvoir aussi surveiller, enfin monitorer cette dégradation, et donc assez complexe. Et l'autre point qui a aussi été soulevé, c'est le sujet de la proportionnalité. Donc ça veut dire l'effort qui est demandé, que ce soit aux entreprises ou que ce soit aux États, par rapport à l'objectif. Et donc ce sujet s'est traduit aussi par une demande de simplification du dispositif de la diligence raisonnée, tout en respectant l'ambition. Donc ça, c'était cette première phase. Donc elle est bien sûr terminée. Elle a donné lieu ensuite à une deuxième phase de négociation qui s'est achevée il y a 15 jours, et qui a permis d'arriver à une première réécriture totale du texte. Et donc du coup, maintenant, nous en arrivons à la troisième phase. Ça veut dire que nous avons récupéré les commentaires des délégations sur cette deuxième phase, et sommes en train de réaliser, en fait, bon, c'est pas complètement la dernière ligne droite, mais un petit peu quand même, pour pouvoir ensuite, donc c'est à partir de cette semaine, nous avons la première réunion de ce troisième cycle, justement pour pouvoir valider les éléments consensuels, et ensuite pouvoir continuer à discuter sur les sujets qui posent le plus de problèmes. Donc voilà, j'ai fini avec ma présentation, et donc je peux rester encore, il va falloir que j'y aille quand même assez rapidement, mais je peux encore rester quelques minutes pour des questions si besoin. Merci. Merci beaucoup, Béatrice. Écoute, je me fais le porte-parole de Manon qui souhaitait poser la question concernant le benchmarking pays dont tu faisais état. À quel horizon de temps devrait-il être publié? Ah, tu as coupé. Ouais, merci. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que les discussions sont en cours, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai que beaucoup d'États membres ont demandé que cette publication soit faite quand même en amont, et suffisamment en amont pour se préparer. Parce que de tout ça va découler quand même plusieurs choses. Hein. C'est ce qui va être demandé aux entreprises, mais c'est ce qui va être aussi, ce qui va incomber aussi aux autorités compétentes en termes de contrôle et tout ça. Après, ce sont vraiment des sujets qui sont en pleine discussion, donc je ne peux pas rentrer dans le fond de ça pour le moment. Mais voilà, je suis désolée.
Merci beaucoup, Béatrice. Je sais que tu dois nous quitter dans 1 minute. Écoute, pour vous tous qui êtes là, si vous avez des questions qui surviennent, n'hésitez pas à les écrire dans le questions et réponses et on les fera passer par Béatrice. Juste, Béatrice, je ne sais pas si tu as mentionné le calendrier de vote au niveau du Parlement européen et du Conseil. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, le Conseil en vie le 28 juin. Et donc là, si on a une orientation générale validée, ça nous donnera le mandat de négociation du Conseil. Le Parlement a produit son rapport. C'est Peter ou Christophe, je suis désolée, j'ai peut-être changé, Hansen, PPE, qui a rédigé ce rapport. Les amendements sont parvenus depuis le 21 avril, donc moi, je n'ai pas encore eu le temps de les lire, mais vont faire l'objet de discussions au mois de juin pour un vote à la commission environnement du Parlement à la mi-juillet et ensuite un vote au Parlement en septembre. Et ensuite, si nous avons une orientation générale, eh ben le processus va continuer normalement, mais là, je n'ai pas du tout de date, sur les trilogues. Et les trilogues, c'est un processus itératif aussi. Il me semble qu'il y a 3 réunions techniques et 3 réunions politiques peut-être, et donc des réunions techniques au milieu. Et puis, si ce premier trilogue ne fonctionne pas, et la possibilité de repartir encore en trilogue. Donc, normalement, nous, notre objectif, c'était une adoption du texte en 2023-2024. Bon, après, on verra effectivement comment se déroulent les choses. Merci beaucoup, Béatrice. Il y a aussi pas mal de questions concernant l'OMC et le respect des règles OMC si tant est qu'il y a la déforestation est légale dans les pays où a lieu justement cette déforestation. Tu faisais état de la prise en compte évidemment des règles OMC dans le règlement européen, notamment en évoquant le sujet selon lequel ce règlement s'applique également à la déforestation intra-Europe. Mais c'est plus la dégradation que la déforestation en Europe. Oui, vu qu'on n'a pas trop de forêts primaires ou d'autres par ailleurs, mais une réponse. Par rapport à l'OMC, en fait, la légalité veut dire durabilité. Ça veut dire que dans le système de diligence raisonnée qui est mis en place, les entreprises, en tout cas les opérateurs, devront faire une évaluation du risque et l'atténuer. Ça veut dire que ce qui est recherché, c'est la durabilité. Donc nous, le texte de l'Union européenne a vocation déjà à éviter d'avoir sur son marché des produits qui ont généré de la déforestation, mais surtout être une espèce de game changer dans le sens où il va falloir quand même que les autres pays s'alignent aussi un jour sur ce sujet de durabilité. L'illégalité ne suffit pas. C'est un sujet évidemment, mais ça ne suffit pas, puisqu'on peut avoir de la déforestation légale, mais dont les chaînes d'approvisionnement ne sont pas forcément propres. Et donc du coup, il faut travailler sur ce système d'atténuation et d'évaluation du risque. Donc tout ce qui repose sur la diligence raisonnée. Mais de toute façon, Manon pourra peut-être ensuite expliquer un petit peu dans le détail de quoi on parle quand on parle de vigilance et de diligence raisonnée. Mais voilà. Merci Béatrice, mais tu me tends la perche pour donner la parole à… Je vais vous dire, je vais y aller. J'espère pouvoir assister à la réunion de la semaine prochaine parce que je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas, à la fin des discussions européennes, et je parle au-delà de la présidence française, comment sera traité le secteur de la finance, mais c'est vrai que c'est très important pour nous d'entendre et de comprendre comment le secteur financier français se situe par rapport à ça. Et voilà, c'est des sujets pour nous qui sont très, très importants à comprendre. Merci Béatrice. Merci. On te dit à la semaine prochaine alors. Au revoir. Alors, si on reprend le fil de nos échanges, je laisse la parole à Marine Reboul, qui est chargée de mission déforestation au CGDD. Marine, je te laisse te présenter et commencer ta présentation. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, merci Marguerite. Marine Reboul, je suis en charge de la coordination et du pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée au Commissariat général au développement durable, donc au sein du ministère de la Transition écologique. Merci beaucoup à Marguerite pour l'organisation de ce webinaire, parce qu'effectivement, intégrer les acteurs financiers dans ce travail de lutte contre la déforestation importée, c'est une mesure très importante de la SNDI, et donc je suis ravie que cet événement puisse avoir lieu et qu'on puisse échanger à ce sujet aujourd'hui. Je vais commencer très rapidement, peut-être que je vais mettre en affichage, attendez, excusez-moi, voilà, je vais mettre en diaporama. Voilà. Normalement, vous devriez mieux voir. Voilà. Alors, je voulais commencer par un des éléments de contexte. En fait, c'est qu'une seule slide de ma présentation. On pourrait en faire des centaines pour vous rappeler à quel point la situation est urgente et qu'il est nécessaire de se mobiliser. Donc aujourd'hui, on parle de 3 régions particulièrement concernées par les problématiques de déforestation. Donc il y a l'Amazonie et l'Amérique du Sud avec l'Amazonie en particulier, le bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est avec notamment l'Indonésie, la Malaisie, qui sont des pays particulièrement touchés. Alors, quand on regarde les rapports de la FAO, on voit que la tendance globale et le rythme de déforestation s'est réduit, voire stabilisé au niveau mondial. En revanche, oui. Je suis désolée, les slides n'avancent pas. On ne voit pas les slides avancer. Ah, vous ne voyez pas les slides. OK. Alors, excusez-moi. C'est bon, c'est parfait. C'est bon. C'est bon? Ouais. Vous êtes sur la slide contexte? Oui. OK, parfait. Donc, oui, ce que je disais, c'est que même si le rythme de déforestation s'est réduit et un peu stabilisé au niveau mondial, le rythme de déforestation dans ces 3 bassins accélère de manière même très inquiétante, notamment au Brésil ces dernières semaines. Voilà, donc la situation reste grave. On estime qu'environ 420 millions d'hectares de forêts ont disparu entre 1990 et 2020, ce qui représente à peu près la surface de l'Union européenne. Et quand on regarde les facteurs de déforestation, c'est l'agriculture qui est la principale responsable, parce qu'on estime qu'elle est responsable de 90% de la déforestation mondiale. Donc, c'est un axe prioritaire pour lutter contre la déforestation. Et on voit que l'Union européenne, et la France a fortiori, a une grande responsabilité dans cette déforestation, notamment par le biais de ses importations. Alors, concernant la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, elle a déjà 3 ans. Elle a été publiée en 2018. C'est une stratégie qui est interministérielle, donc qui est portée par le ministère de la Transition écologique, qui est pilote sur le sujet, mais également par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et celui de la Recherche. C'est également une stratégie qui est fondamentalement partenariale. On a un comité de suivi des parties prenantes avec une quarantaine de parties prenantes associées avec qui on échange régulièrement et qui nous aident à faire avancer cette stratégie, qui nous signalent aussi des difficultés pour la mise en œuvre des mesures. Donc, c'est une stratégie qui vit, ce n'est pas une stratégie qui est dans un tiroir. Voilà, même s'il y a des difficultés évidemment liées à ce sujet très complexe pour la mettre en œuvre, mais on avance. Elle est inscrite dans la loi climat et résilience depuis l'été dernier, à l'article 270, et il y a également d'autres articles qui ont été mis dans la loi climat et résilience pour renforcer cette stratégie, notamment le fait que des échanges de données pouvaient être faits avec les douanes. L'État s'est également fixé un objectif de mettre un terme aux achats, à ces achats qui contribuent à la déforestation importée. Voilà, donc il y a une assise législative et puis il y a un portage politique qui reste très fort. Encore récemment, le président de la République citait la déforestation dans son discours à Marseille. Donc c'est un sujet prioritaire et important.
Concernant le périmètre de la CNDI, alors on parle de déforestation importée, mais c'est sous une acceptation assez large, comme c'était évoqué en introduction par Marguerite. Donc on parle de l'importation de matières premières, tout comme de produits transformés. Et on parle de déforestation, mais également de dégradation des forêts et également de conversion d'écosystèmes naturels plus largement. Parce que quand on prend la définition des forêts telle qu'elle est définie par la FAO, c'est assez restrictif finalement. Et certaines zones qui sont particulièrement exposées à ces conversions, notamment le Cerrado au Brésil, c'est une zone dont on parle souvent par rapport aux plantations de soja, voilà, ne rentre pas sous cette définition de la forêt. Donc, c'est pour ça que dès le début, la SNDI a décidé il y a eu cette décision qui a été prise d'avoir un périmètre assez large pour vraiment s'attaquer à la problématique de la déforestation importée de manière globale. Concernant les matières premières qui sont ciblées par la SNDI, donc elles sont indiquées sur la diapositive. Simplement pour vous signaler que par rapport au texte européen, l'EVA est bien dans le périmètre de la SNDI. En revanche, le café qui est dans le périmètre du règlement européen ne l'est pas dans la SNDI. C'est la seule différence. Alors, la SNDI, c'est 5 orientations, 17 objectifs. Je ne vais pas vous lire évidemment cette slide qui est très chargée, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment elle est structurée. Peut-être simplement pour vous commenter les 5 grandes orientations, et puis après, je vais faire un focus sur des exemples concrètement, qu'est-ce qui se passe sur ces différents sujets. Donc, la première orientation, l'objectif, c'est d'avoir davantage d'informations et d'éléments renseignés sur les phénomènes de déforestation. Donc, à ce sujet, il y a le comité scientifique et technique forêt qui est rattaché à l'AFD, qui a produit beaucoup de rapports très utiles. Mon collègue de l'AFD, Mathieu, vous en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'était un axe très important. L'orientation 2, c'est tout le travail qui est fait avec les pays producteurs et tout ce travail à l'international qui est fondamental pour faire évoluer les choses à la racine. La troisième orientation, concerne vraiment la demande en produits exempts de déforestation. Donc, comment la France et l'Union européenne peut orienter ses politiques publiques pour ne plus acheter de produits qui auraient contribué à la déforestation. Donc, le texte européen, bien entendu, était une priorité de la SNDI dès 2018. Voilà, mais ça peut se traduire aussi dans les questions d'achat public au niveau français ou les accords commerciaux qui peuvent être faits. La quatrième orientation, l'objectif, c'était d'engager les acteurs, de favoriser leur engagement, leurs actions pour lutter contre la déforestation. Et là, aujourd'hui, ce webinaire et votre participation, tout cela s'intègre dans cette orientation 4 parce que l'engagement des acteurs financiers s'intègre dans cette orientation. Enfin, dans la dernière orientation, il y a tout un dispositif prévu pour garantir que la SNDI arrive à ses objectifs avec un dispositif de gouvernance et de suivi précis. Alors, pour vous donner quelques exemples, voilà, donc la première orientation, j'en ai parlé, essayer de mieux comprendre ces phénomènes de déforestation. Donc, il y a eu par exemple un rapport du CSTF sur la définition de la forêt, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que ça recoupe. Il y a également eu des rapports sur les différentes filières et les certifications qui étaient mises en place. Et il y a eu notamment un rapport très important pour la suite des travaux de la SNDI sur les importations de soja, qui a permis ensuite la création d'un outil dont je vais vous parler ensuite. L'orientation 2, tout ce qui est coopération internationale. Donc, l'objectif, c'était d'intégrer ce sujet de la déforestation importée dans des enceintes déjà existantes, donc comme le G7 ou le G20, mettre ce sujet en haut de l'agenda politique, ou encore au sein des COP, voilà. Mais également, il y a des instances de discussion qui ont été créées spécifiquement pour traiter de ce sujet. Alors, il y a l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales et humides qui a été créée en 2019, qui rassemble des pays producteurs et pays consommateurs pour échanger
échanger sur ces sujets. Et il y a également plus récemment le FACT Dialogue qui a été mis en place par le Royaume-Uni, qui rassemble également des pays producteurs et consommateurs pour travailler sur certaines thématiques plus spécifiques, par exemple la traçabilité. Et puis, bien entendu, toutes les relations diplomatiques bilatérales qui doivent se poursuivre et qui sont fondamentales pour avancer sur ces sujets. Dans le cadre de l'orientation 3, donc relative à toute ce qui est demande de produits durables, donc il y avait dans cette orientation un axe sur les biocarburants. Donc là, on est très content qu'il y ait eu une évolution importante sur ce sujet parce que grâce aux lois de finances, désormais l'incitation fiscale pour l'intégration de l'huile de palme et de l'huile de soja dans les biocarburants a été supprimée. Donc, il n'y a plus de ces huiles dans les biocarburants aujourd'hui, donc c'est une belle avancée. Sur les achats publics, donc comme je l'indiquais au début, il y a un article, l'article 270 de la loi Climat et Résilience qui a intégré cette obligation pour l'État de ne plus acheter de produits ayant contribué à la déforestation, et son décret d'application est sorti très récemment, justement, là-dessus. C'est également un travail qui se traduit dans le cadre des accords commerciaux, donc notamment le Mercosur, c'est l'exemple le plus marquant où l'accord a été suspendu sous condition d'intégrer des éléments relatifs à la déforestation à la demande de la France. Donc pour l'instant, voilà, c'est suspendu en attendant ces éléments-là. L'orientation 4 maintenant, donc l'engagement des acteurs. Donc j'en ai parlé, il y a eu un rapport sur le soja qui a été réalisé par le CSTF Forêt, et donc ça a permis d'enclencher un engagement des acteurs de la filière soja. Donc il y a eu d'abord un manifeste qui a été signé par des acteurs de la distribution, notamment des ONG, et qui s'engageait à mettre un terme à la déforestation importée liée au soja. Et grâce à ça, on a pu ensuite, avec l'aide de Canopé et de Trace, travailler sur un outil d'évaluation des risques des importations françaises de soja, donc qui est disponible sur le site SNDI, qui est www.déforestationimportée.fr, où on peut renseigner les importateurs, les traders, etc., pour voir par rapport à ces importations si nos importations sont à risque ou non. En fonction du niveau de risque, essayer de poursuivre les investigations pour essayer de réduire au maximum ce risque et s'assurer de ne pas importer de produits contribuant à la déforestation. Notre type d'engagement d'acteurs, ce sont les acteurs de la filière cacao qui se sont engagés également. Alors là, c'est une initiative qui a été lancée en octobre 2021 qui rassemble les distributeurs, les ONG, les fabricants, la recherche et l'État. Donc, ils se sont engagés autour d'objectifs communs, de 3 objectifs communs. Et entre le mois d'octobre 2021 et le mois de mars 2022, on a travaillé à un rythme assez intense pour arriver à décliner ces grands objectifs dans des mesures précises, avec un pas de temps fixé pour que tout le monde se mette en état de marche et qu'on arrive à réduire la déforestation liée à la production de cacao. Voilà, je me suis permise de rappeler la mesure 12.3 de la SNDI qui est vraiment qui vise à accompagner et encourager les acteurs financiers à s'engager aussi sur cette thématique de la déforestation importée. Et donc, voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là que ce webinaire s'organise aujourd'hui. Et enfin, simplement, je parlais de l'orientation 5 qui vise à vraiment garantir l'atteinte des objectifs de la SNDI avec un dispositif de gouvernance, un COPIL, un comité de suivi des parties prenantes, un suivi des publications régulières, voilà, donc qui garantissent que cette stratégie vit et va prendre une envergure d'autant plus importante et avec le texte européen. Donc, l'objectif, ça va être de voir comment on peut aider les acteurs aussi à mettre en œuvre ce règlement européen qui est très complexe, comme l'expliquait Béatrice. Et donc, voilà, l'objectif est à 2030 de mettre un terme à la déforestation importée. On a encore du travail et besoin de l'engagement de tous. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marine. La France effectivement a été un des premiers États à s'engager et à mettre sur le devant de la scène la déforestation emportée. Donc, merci de ces éclairages. Je vous enverrai évidemment les slides des présentations comme ce qui a été demandé dans le chat. Je laisse la parole à Manon, qui est au CGDD également. Je te laisse te présenter, Manon, qui va nous faire un petit topo de la réglementation française et européenne qui touche notamment à ces aspects de déforestation. Oui, bonjour à tous. Merci Marguerite. Alors, je vais avant tout vous partager mon écran. Dites-moi si vous voyez bien. C'est parfait. En plein écran, c'est bon? Alors, maintenant, c'est plus en plein écran pour moi, mais on voit. Ok. Je vais laisser comme ça. Oui, bonjour à tous. Donc, Manon Cognard, je suis chargée de mission Finances Vertes au sein du Commissariat général au développement durable. Je travaille notamment en binôme avec Aurélien Giraud, également chargé de mission Finances Vertes et qui a co-rédigé le décret 29 LEC que je vais vous présenter en collaboration avec la DG Trésor. Donc voilà, l'idée était de vous rappeler la réglementation nationale qui encadre les pratiques des acteurs financiers et notamment donc, ce décret d'application de l'article 29 de la loi énergie-climat avec un focus sur la thématique biodiversité. Et peut-être pour faire le lien avec la SNDI, ce décret s'inscrit notamment, permet de répondre en tout cas à la mesure 12 de la SNDI, pas spécifiquement la mesure 12.3 qui est spécifique à l'engagement des acteurs financiers dans la déforestation, mais la mesure 12 plus largement. Voilà, donc l'idée est de vous faire une présentation assez rapide, puisque Aurélien avait notamment présenté le décret et ce focus biodiversité lors des derniers GT biodiversité. Donc voilà, ça va être assez un rappel. Donc voilà, en quelques mots, peut-être le contexte européen et français. Donc pour rappel, donc en mars 2018, la Commission européenne avait présenté son plan d'action sur la finance durable qui présentait 3 objectifs, une réorientation des flux de capitaux vers des investissements durables, une gestion des risques financiers induits par les facteurs ESG et qui visait à favoriser la transparence et une vision de long terme, avec donc 3 propositions de règlement, dont la taxonomie européenne et une portant sur la transparence. Donc, suite à cela, en novembre 2019, le règlement européen Disclosure, ou SFDR, a été adopté. Et ce règlement SFDR s'est notamment inspiré du décret d'application de l'article 173.6 de la loi à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui a été une initiative pionnière en matière de reporting de durabilité des acteurs de marché financiers. Et donc, le décret encadre les informations relatives à la prise en compte des critères ESG dans sa politique d'investissement et le cas échéant de la gestion des risques. Donc, un bilan d'application avait été de l'article 173.6 avait été publié en juin 2021 et des pistes d'amélioration ont été identifiées. Et c'est suite à cela, notamment en novembre 2019, donc l'article 29 de la loi énergie-climat a été adopté et le décret d'application de cet article a été adopté en mai 2021. Et il intègre notamment donc, les recommandations identifiées dans le bilan d'application de l'article 173.6 et les évolutions du règlement européen. Voilà, en quelques mots sur le contexte. Je vous ai mis la liste des acteurs concernés par le décret de 29 LEC et les acteurs soulignés sont ceux qui n'apparaissaient pas et qui n'étaient pas dans le périmètre du 173.6 mais qui le sont aujourd'hui dans celui du 29 LEC. Voilà. Je passe assez vite parce qu'on est un petit peu en retard sur le temps. En quelques points également, les dispositions clés du décret 29 LEC
Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser aux dispositions spécifiques à la biodiversité, avec donc un alignement du portefeuille et une gestion des risques. Voilà, donc un zoom thématique sur la biodiversité. Donc, le décret d'application de l'article 29 LEC demande aux acteurs financiers, dans un premier temps, de présenter leur stratégie d'alignement avec les objectifs de long terme liés à la biodiversité, donc avec une mesure du respect des objectifs figurant dans la Convention sur la diversité biologique, que sont notamment la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ces éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Dans un deuxième temps, une analyse de la contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité définie par l'IPBES. Et enfin, une présentation des indicateurs d'empreinte biodiversité, qui peuvent être par exemple le Global Biodiversity Score, le GBS ou le BFFI ou autres. Et voilà. Et enfin, donc une présentation des gestions des risques liés à la biodiversité, avec les principaux risques, les origines des risques, les impacts et les dépendances, et le lien avec le secteur d'activité et ou la zone géographique. Et en dernier point, voilà, juste pour que vous ayez en tête le calendrier d'application de ce décret et spécifiquement sur les aspects biodiversité. Donc, il est demandé aux acteurs de reporter en 2022 sur l'exercice 2021 leur stratégie d'alignement, donc autant sur l'accord de Paris que sur les objectifs de long terme liés à la biodiversité. Et en 2023, sur l'exercice 2022, la gestion des risques climatiques et relatifs à l'érosion de la biodiversité. Voilà, j'ai été assez rapide, mais c'était simplement un rappel sur cette réglementation. Je vais laisser la parole à Isabelle Richaud, peut-être Marguerite. Si non, très bien. Je voulais justement passer la parole à Isabelle et juste vous indiquer qu'évidemment, tous ces éléments sont aussi abordés dans le cadre du framework TNFD qui devrait aussi sortir fin 2023, qui est actuellement en test et sur lequel vous pouvez aussi réagir et qui aidera forcément avec son cadre de reporting à faire en sorte que vous puissiez respecter cet article 29 LEC et notamment dans ses aspects biodiversité. Isabelle, à vous. Merci. Merci Marguerite. Oui, alors pour terminer ce tour d'horizon des aspects réglementaires liés en particulier à la déforestation, on va prendre encore un petit peu de recul. Je vais vous présenter les 2 nouvelles directives au niveau européen qui touchent aux entreprises non financières. Donc, il s'agit du projet de directive sur le reporting de durabilité et celle sur le devoir de vigilance, donc qui touche aux aspects globaliers, aux enjeux sociaux et environnementaux, et qui incite de fait les entreprises aussi à prendre en compte les enjeux liés à la déforestation pour les entreprises pour lesquelles cet enjeu est matériel pour elles. Donc, pour ce qui concerne la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, elle touche les grandes entreprises de plus de 250 employés, grosso modo, avec des seuils en termes de bilan ou de chiffre d'affaires également, ainsi à ce stade que les entreprises cotées. Donc, cette directive est encore en cours de discussion. Elle est en phase de trilogue, donc en discussion entre la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. L'objectif de la présidence française de l'Union européenne, c'est d'aboutir à un accord d'ici la fin de la PFUE, donc d'ici juin. Voilà, des compromis sont en cours de discussion sur différents aspects de cette directive. Voilà, on va vers une application à partir de 2024 pour les plus grosses entreprises et puis l'application sera un peu plus échelonnée pour les plus petites entreprises à partir de 2024. Donc, il s'agit d'une directive évidemment de transparence. L'idée, c'est que les entreprises devront communiquer sur différents aspects
de leur politique de RSE, pour dire ça de manière très large. Et là, une des grandes nouveautés de cette directive par rapport à la directive qu'elle remplace, qui était donc la directive de 2014, Non-Financial Reporting Directive, une des grandes nouveautés, c'est l'introduction de standards communs au niveau européen de reporting, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les entreprises étaient plutôt libres de présenter ces informations comme bon lui semblait. Aujourd'hui, il y aura, à partir donc de l'application de cette directive, il y aura un cadre précis au niveau européen à respecter qui portera sur des enjeux donc, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il y aura 3 niveaux de standards, un niveau commun à tous les secteurs, puis des standards plus spécifiques par secteur seront développés. Et enfin, l'entreprise aura aussi une partie où elle pourra spécifier ces informations qui sont spécifiques à ses propres enjeux. Donc, ce standard est en cours d'élaboration, ou plus précisément, un projet vient d'être publié par l'EFRAG, qui est donc l'instance qui est le normalisateur un petit peu de ce reporting au niveau européen, qui s'associe à plusieurs parties prenantes pour développer ces standards. Et donc, il y a un projet qui a été publié très récemment et qui est en cours de consultation jusqu'en juillet. Voilà. Et donc, pour chacune de ces thématiques, de ces sujets, 3 dimensions seront attendues. Donc, la dimension stratégique, les entreprises devront publier leur stratégie, leur politique en matière sociale, environnementale et de gouvernance. Des aspects sur la mise en œuvre, quelles sont les politiques, quels sont les objectifs précis, y compris quantitatifs, les actions, les ressources qu'elles mettent en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et puis, une partie sur la performance avec des indicateurs clés de performance pour mesurer vraiment les impacts des actions mises en œuvre. Donc, pour la partie environnementale, c'est les 6 objectifs de la taxinomie qui sont abordés. Je vais faire un focus précisément sur la partie 4, qui est donc sur biodiversité et écosystème. Donc, vous voyez, il y a différents disclosure requirements, il y en a 10, avec au sein de chacune de ces thématiques vraiment des indicateurs, des informations très précises sur lesquelles communiquer pour les entreprises. J'en ai mis en gras 2 qui mentionnent explicitement la déforestation ou les changements d'habitat, la conversion des habitats et des écosystèmes. Voilà, donc c'est vraiment des enjeux qui sont pris en compte aujourd'hui dans qui seront pris en compte dans ces futurs standards. En ce qui concerne la deuxième proposition de directive sur le devoir de vigilance, elle vient vraiment compléter ce que vous a dit, ce que vous a présenté Béatrice au début sur le règlement européen sur la déforestation importée. Là, il s'agit d'obligations qui sont vraiment transversales et au niveau des entités. Et tandis que le règlement sur la déforestation importée fait le focus sur des produits spécifiques. Là, on est sur la chaîne de valeur de l'entreprise au sens large. Et en l'occurrence, les entreprises concernées, alors c'est vraiment une directive qui est au début de son processus de négociation au niveau européen, donc ça va forcément, ça risque d'évoluer pas mal. Mais je vous présente là globalement ce qui est aujourd'hui dans la proposition à l'heure actuelle. Proposition qui a été présentée donc en février dernier. Donc, les entreprises soumises seraient celles de plus de 500 salariés, ou pour les entreprises qui réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans ces 3 secteurs que vous voyez mentionnés, agriculture, extraction minière, textile, donc considérés comme des secteurs à risque, les entreprises de plus de 250 employés. Et puis, prise en compte aussi, application aussi à certaines entreprises non européennes qui réalisent plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'UE, ou 40 millions si 50% de ce chiffre d'affaires est réalisé dans les secteurs dits à risque. Donc, il s'agit d'une directive là qui n'est pas une directive sur la transparence, mais bien sur la mise en œuvre d'actions concrètes d'identification des risques, mais aussi de réparation des dommages. On demande aux entreprises aussi de faire cesser, prévenir, atténuer les impacts négatifs tout au long, donc encore une fois, de sa chaîne de valeur, donc comprenant aussi les fournisseurs et les sous-traitants, de suivre ces actions mises en œuvre et de communiquer. Et là, on revient vers
la directive dont je vous parlais tout à l'heure sur la transparence. Donc, ces deux directives sont aussi également liées. Voilà, donc ça, c'est vraiment les principes qui émanent de l'OCDE en termes de devoir de vigilance ou de due diligence. Et puis, concernant les impacts environnementaux considérés, alors cette proposition de directive en annexe liste des textes internationaux qui doivent faire référence pour les entreprises pour identifier leurs risques et leurs impacts. Sont cités notamment la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur le commerce des espèces sauvages menacées d'extinction. Mais il y a aussi dans la partie de cette annexe sur les droits humains la mention que les violations de l'interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l'environnement qui affecte notamment l'intégrité écologique comme la déforestation, c'est explicitement mentionné, donc devront être pris en compte par les entreprises. J'aurais dû le dire au début, mais bien sûr, cette directive est largement inspirée de la loi française sur le devoir de vigilance qui date de 2017. Et puis, en aparté aussi, la loi Climat et Résilience d'août 2021, dans son article 273, demande aux entreprises qui commercialisent des produits issus de l'agriculture ou de la forêt de faire un focus aussi dans leur devoir de vigilance sur les aspects liés à la déforestation. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle de cet éclairage. Il y avait une question concernant le caractère obligatoire et non plus volontaire. Et donc c'est une exigence qui est du coup plus forte. Tu confirmes ? Oui, alors oui, tout à fait. Alors, ça, je ne sais pas si on parle plutôt de la directive sur le devoir. Oui, la directive, la CSRD, qui est donc une directive et qui a aussi besoin d'une transposition dans le droit interne. Juste, je ne sais pas si les uns et les autres vous êtes. Oui, tout à fait. Bien, dans le contexte français, ça remplacera aujourd'hui la DPEF, dans la déclaration de performance extra-financière. Et c'est bien sûr une obligation de transparence. On n'est pas dans une obligation de résultat, mais une obligation de transparence. Mais ça reste une obligation, bien sûr, pour les entreprises qui sont soumises. Ouais. Merci à toi Isabelle. Alors effectivement, on est un petit peu en retard, donc ça me permet aussi de faire le lien avec le rôle des corporates, des entreprises de l'économie physique, qui ont forcément aussi un rôle à jouer dans la lutte contre la déforestation importée. Et avec la CSRD et le due diligence, elles seront soumises donc à une réglementation pour ce faire. Je laisse Laure de l'Alliance pour la préservation des forêts nous en dire un peu plus sur la mobilisation de ces acteurs. À toi, Laure. Merci Marguerite. Bonjour à tous. Alors, je vais tenter de partager mon écran. Voilà, est-ce que ça s'affiche bien pour vous? Oui, super. Très bien, merci. Donc, je vais vous présenter l'Alliance pour la préservation des forêts, qui est un collectif d'acteurs engagés pour des matières premières durables, traçables et plus respectueuses de l'environnement. Donc, en tant qu'acteur financier, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'Alliance pour la préservation des forêts. Donc, comme vous le savez, la biodiversité est devenue le nouveau sujet climat, et la question qui se pose aujourd'hui, et de savoir comment justement accompagner les entreprises de votre portefeuille pour qu'elles puissent répondre aux nouvelles exigences réglementaires qui nous ont été présentées. Donc, en rejoignant l'Alliance, ça vous permet d'avoir un accès privilégié à notre réseau d'entreprises engagées pour la biodiversité des matières premières éco-responsables. Donc, parmi nos entreprises membres, nous avons des entreprises de l'agroalimentaire, comme Ferrero, Nestlé, Pierre Fabre, Givaudan, qui sont des entreprises de la cosmétique. Et donc, on s'adresse vraiment à tout secteur d'activité. Nous avons également des fédérations d'entreprises qui ont rejoint l'Alliance, comme l'ANIA, qui représente en fait tout le tissu industriel alimentaire en France, et l'Alliance 7, qui représente les produits de l'épicerie et de la nutrition spécialisée en France. Alors, quelles sont les matières premières à risque pour vos entreprises? Donc, j'en ai listé 7, mais évidemment, cette liste n'est pas limitative. Donc, vous avez le soja à travers l'élevage et surtout l'alimentation animale,
l'huile de palme, l'EVA avec le caoutchouc et le latex, tout ce qui est bois et produits dérivés, pâte à papier, coton, fruits à coque exotiques comme le cacao et les minerais métalliques. Et vous vous apercevez qu'on les retrouve dans plusieurs secteurs d'activité comme l'aéronautique, l'alimentaire, les biens de consommation courante, les cosmétiques, les textiles et la maroquinerie, l'immobilier, la pharmacie, le milieu médical, l'IoT. Donc, ces matières premières sont présentes dans beaucoup de ces secteurs d'activité. Et notre mission au niveau de l'Alliance, ça va être d'accompagner en fait ces entreprises pour des approvisionnements plus responsables. Alors, comment est-ce que nous, on peut vous accompagner en tant qu'acteurs financiers ? Premièrement, on peut vous conseiller et accompagner les sociétés de votre portefeuille en mettant en place ou en renforçant vos politiques pour des approvisionnements responsables. Deuxièmement, eh bien, ça va être de s'outiller pour se mettre en conformité avec les réglementations européennes, notamment en participant à notre groupe de travail achat responsable, en participant aussi à l'implémentation de la SNDI, donc la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée en France, et en participant aux différents groupes de travail de la Commission européenne. Troisièmement, ça va être de travailler ensemble sur un reporting harmonisé afin de faciliter et d'améliorer votre reporting ESG à travers une boîte à outils que nous avons développée donc pour tout d'abord mesurer le niveau de maturité de vos entreprises et proposer un plan d'action et d'amélioration adapté. Et deuxièmement, d'auditer et d'évaluer des entreprises de votre portefeuille, notamment, par exemple, en amont de vos investissements. Et tous ces travaux doivent évidemment être menés en lien avec les travaux donc, de la TNFD. Enfin, nous pouvons vous accompagner aussi pour monter en compétence sur le sujet biodiversité à travers des formations pour votre réseau de collaborateurs et ou des dirigeants de vos sociétés. Et nous avons également mis en place une veille d'information et réglementaire hebdomadaire. Donc, l'intérêt des outils pour se mettre en conformité avec les règlements français et européens qui vous ont été présentés. Donc, on l'a vu au niveau européen, il y a plusieurs projets de règlements et de directives sur la table, notamment le projet de règlement européen pour des produits zéro déforestation qui vont directement concerner les entreprises de vos portefeuilles, le projet de directive donc, sur le devoir de vigilance, la taxonomie européenne qui va inclure donc, un objectif biodiversité, avec une entrée en vigueur de ce règlement directif qu'on espère pour 2023-2024. Et en 2025, nous avons donc l'échéance des engagements zéro déforestation qui ont été pris par les entreprises. Et au niveau français, nous l'avons vu, donc, il y a donc, la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Donc, l'Alliance siège à son comité de pilotage et donc l'implémentation est en cours jusqu'en 2025-2030. Et puis, vous avez, comme l'a rappelé Marine, donc, la loi climat et résilience et l'article 29 de la loi énergie et climat qui a été renforcé et qui a ajouté donc, un volet biodiversité. Donc, il y a des échéances et des obligations qui vont incomber donc, à l'ensemble des entreprises de votre portefeuille. Et donc, rejoindre l'Alliance, ça veut dire siéger à son conseil d'administration et participer à ces groupes de travail. Donc, nous avons mis en place 3 groupes de travail. Le premier sur les achats responsables, justement, pour outiller les entreprises pour des approvisionnements responsables et travailler donc, sur tout ce qui est reporting. Un deuxième groupe de travail, communication et affaires publiques, justement, pour informer et éduquer les consommateurs sur ces problématiques. Et enfin, un troisième groupe de travail sur les approches territoriales, qui a vocation vraiment à agir sur le terrain et soutenir des programmes de recherche et d'innovation dans les bassins de production, donc en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est pour recréer de la biodiversité. Donc, nous sommes une équipe de 7 personnes. Donc, l'Alliance est présidée par Guillaume Révillac, qui est le président donc, de l'entreprise de produits de boulangerie Cérélia. Notre vice-président Christophe Claus, qui est également le directeur RSE et création de valeur partagée de Nestlé, et Florence Guillaume, donc, qui est secrétaire de l'Alliance et directrice de Green Mission pour le groupe Pierre Fabre, et l'équipe permanente dont je fais partie.
Et voici tout l'écosystème avec lequel nous interagissons régulièrement, donc à la fois les entreprises et fédérations d'entreprises, mais aussi donc les ONG, les territoires, la communauté scientifique, les pouvoirs publics des pays du Nord et du Sud, les médias et les instances internationales. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Juste pour terminer, donc l'Alliance est également membre de l'UCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes également partenaires engagés pour la nature et nous avons donc un partenariat historique qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Merci à vous. Merci Laure, merci beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a une possibilité pour les entreprises d'activement participer à la lutte contre la déforestation. Il y a des acteurs donc, de l'économie physique, c'est principalement donc, les membres de l'Alliance pour la préservation des forêts. Il y a évidemment aussi des acteurs de notre écosystème. Je souhaite donner la parole à l'Agence française de développement. Mathieu, c'est à toi. Vous êtes au niveau de l'AFD engagé mobilité sur les sujets climat et biodiversité de longue date et vous avez notamment une stratégie de lutte contre la déforestation. Je te prie de prendre le micro et de partager ton écran. Il me semble que tu as aussi merci beaucoup, une présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Mathieu Auger-Schwarzenberg, je suis chef de projet à l'Agence française de développement, qui est une institution financière publique qui porte la politique de développement de la France à l'étranger et qui vise à lutter contre la pauvreté et favoriser le développement durable. Juste une confirmation, vous voyez bien ma présentation, hein? Oui, c'est bon? Ok, Oui, donc je souhaiterais, En fait, je souhaiterais en premier lieu mettre un petit peu en perspective, non pas en reléguant au second plan l'implication qui est totalement fondamentale et l'effet de levier du commerce international sur la lutte contre la déforestation, mais simplement une mise en perspective. Donc, on peut considérer qu'environ la moitié de la déforestation mondiale, elle est due à l'expansion de l'agriculture de subsistance et à l'urbanisation galopante liée à l'explosion démographique, notamment sous les tropiques. Et donc, l'autre partie de la déforestation mondiale est effectivement due au commerce international, la Chine y concourant à hauteur de 24% et l'Union européenne à hauteur de 16%. C'est-à-dire que l'Union européenne, au niveau du commerce international, est effectivement responsable et donc occupe la deuxième place en termes d'importation de la déforestation. Et donc, au sein de l'Union européenne des 27, et en y associant les Royaumes-Unis, donc la France occupe la 6e place. Donc, ce qui est très important, selon moi, à retenir donc de ces 16% et du rôle de l'Union européenne, c'est que la déforestation importée compte pour 40% des émissions globales de l'Union européenne. Donc, quelque chose d'assez fondamental. Donc forcément, pour tenter de concourir au niveau français à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, mais également pour tenter d'avoir un impact plus global sur les causes de la déforestation, donc l'Agence française de développement a historiquement, depuis une trentaine d'années, avec en premier lieu une forte implication au niveau des pays d'Afrique centrale et donc des territoires forestiers du bassin du Congo, développé une approche sectorielle sur le secteur forêt. Tout d'abord en soutenant les politiques d'utilisation durable des terres, donc conscient qu'un ancrage trop sectoriel, donc en appui à une administration en charge des forêts, n'était donc finalement pas totalement suffisante pour enrayer la dégradation des forêts ou la perte totale de forêt, mais surtout n'était pas suffisante pour permettre de créer des conditions plus équitables et des mécanismes de partage des bénéfices plus équitables en faveur des populations dépendantes des forêts. Donc, nos principaux axes d'intervention sont les suivants. Donc, nous nous attelons à soutenir des modèles d'aménagement des territoires forestiers qui prennent en compte toutes les dimensions, les 3 piliers du développement durable. Et donc, pour cela, nous soutenons la mise en place de politiques publiques, le développement de cadres légaux et normatifs par les États partenaires.
Nous appuyons également, et ce donc depuis une trentaine d'années, la généralisation de l'aménagement forestier durable, donc au niveau des territoires forestiers tropicaux. Mais nous soutenons également les opérateurs économiques responsables ou ayant volonté de le devenir dans la structuration d'une filière forêt-bois plus équitable et responsable. Donc nous avons soutenu dès sa promulgation le plan européen visant à généraliser la légalité forestière dans les États tropicaux, donc le processus FLEGT. Nous appuyons également donc le développement dans un certain nombre de pays, essentiellement bassin du Congo, mais également dans le bassin amazonien, le développement de cadres légaux et normatifs, donc le développement de codes forestiers qui sont à la fois qui visent à la fois le renouvellement des peuplements forestiers exploités, mais également le respect des droits des populations locales, des populations autochtones et des communautés locales. Et donc, pour cela, parce que nous pensons également que les certifications internationalement reconnues peuvent apporter des îlots de gouvernance au sein des États avec lesquels nous travaillons. Nous soutenons l'installation et le développement de référentiels de certification internationale, donc et tierces parties, type FSC ou plus récemment PAFC. Donc la finalité de ces différentes interventions, donc c'est forcément de concourir à la généralisation de modèles de gestion durable des ressources naturelles, donc des ressources de développement, donc une gestion concertée des biens communs, et la mise en œuvre de transitions plus justes et équitables. Marine, tout à l'heure, vous a parlé succinctement du comité scientifique et technique forêt, qui est donc une initiative française qui vise à alimenter, qui vise à créer de l'intelligence et alimenter le dialogue public sur les forêts. Donc, le CST Forêt est financé par l'Agence française de développement, piloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, dans le cadre de ces travaux, effectivement, pour concourir à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, un certain nombre d'études ont été financées, donc notamment une étude sur l'impact de l'importation du soja brésilien, donc qui a été réalisée par l'association Canopée, mais également un travail important sur la définition des forêts qui finalement conclut à ce qui a été dit par Béatrice en prémisse de notre échange aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était quasiment impossible d'avoir une définition standardisée des forêts et qu'effectivement, il était donc préconisé d'utiliser la définition généralement admise de la FAO. Et donc, nous avons également financé des études sur la compatibilité des schémas de certification privés vis-à-vis des exigences de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Et donc, enfin, aujourd'hui, l'ONG Envol Vert, grâce à nos financements, va pouvoir finaliser son référentiel empreinte forêt, donc qui vise à calculer l'impact de notre consommation quotidienne sur les forêts. Donc, à part avec ces grands principes et ces grandes idées et ces axes d'intervention, donc je souhaiterais ici, donc en conclusion, rappeler nos engagements principaux et peut-être comme ça conclure en me rattachant davantage au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, tout d'abord, le groupe Agence française de développement, donc qui est composé donc à la fois de l'Agence française de développement, mais également de Proparco, d'Expertise France, s'est doté d'une liste d'exclusion et sa dernière version, datant de 2013, nous engageait déjà à nous interdire toute intervention, qu'elle soit au niveau en appui au secteur public ou en appui au secteur privé, à tout projet forestier qui ne visait pas la gestion durable des écosystèmes. Sur ces 10 dernières années, nous avons engagé donc 1,34 milliard d'euros
milliards d'euros, pardon, sur la préservation de la biodiversité et sur la promotion d'une filière forêt-bois plus responsable. Et donc enfin, l'année dernière, nous justifions d'un engagement de près de 100 millions d'euros sur des projets dont les objectifs principaux sont la préservation de la biodiversité, notamment forestière. Donc notre histoire, forcément, nous attache fortement aux pays d'Afrique centrale et donc au territoire forestier du bassin du Congo. Et donc, dans ce cadre, nous soutenons une initiative qui s'appelle l'initiative CAFI, qui, selon nous, représente un levier considérable pour accompagner le mécanisme de développement sobre en émissions carbonées des différents pays d'Afrique centrale. Et donc enfin, pour conclure, la SNDI nous oblige à la fois à appuyer la France dans son dialogue avec les pays partenaires producteurs, mais également nous incite à subventionner donc en don des projets qui concourent à la gestion durable, à la lutte contre la déforestation et à la restauration des écosystèmes forestiers au reboisement. Et donc, la SNDI indique que l'AFD concourra à hauteur de 60 millions d'euros par an sur les 5 prochaines années, donc à partir de sa publication, donc 2019-2023, à des projets de gestion durable des forêts. Donc, nous nous approchons de ces objectifs et donc nous fournissons chaque année à nos tutelles, donc au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, un bilan chiffré de ces engagements, prouvant donc notre concours et notre appui aux pays partenaires. Voilà, j'ai fini ma Merci présentation. Mathieu. En fait, merci Mathieu. On n'a malheureusement pas vu passer tes slides. Maintenant, on les voit, mais quand tu parlais, on ne les voyait pas défiler. Mais à tous, je vous enverrai évidemment les slides et puis ton discours était de toute façon assez clair. Merci beaucoup à toi de nous avoir présenté cette stratégie et engagement de l'AFD sur le volet lutte contre la déforestation et notamment dans les pays du bassin du Congo. Alors, on arrive presque au terme de ce webinaire. On peut quand même déborder si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser à Marine, Manon, Isabelle, Laure et Mathieu, c'est sur des sujets différents. Si vous avez également des questions concernant le règlement européen contre la déforestation, n'hésitez pas à la poser. Marine n'a pas encore lu les amendements, mais je pense qu'Andrea, qui est en ligne de Reclaim Finance, les a lus pour partie, donc pourrait éventuellement aussi répondre à des questions sur certains amendements et leur contenu. Et oui, je vais envoyer les slides à l'audience. Ou Claire-Vie, excuse-moi. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions, il suffit de me l'indiquer, je vous ouvre le micro. On a répondu essentiellement aux questions-réponses qui ont été posées dans le Q&A. Déjà, donc je n'en ai pas à vous poser. Sur la notion de diligence raisonnée, écoute, Alix, bien sûr, je t'ouvre la parole. Attendez, comment je dois faire? Alors, je ne sais pas comment j'ouvre le micro, mais non, oui, je ne sais pas. Donc, du coup, si je me fais ton porte-voix, Alix, est-ce que Isabelle, tu pourrais éventuellement nous en dire davantage sur la due diligence, ce qu'il y a dans cet acte européen qui est en discussion, concernant notamment aussi peut-être la comparabilité avec ce qui existe au niveau français et la loi sur le devoir de vigilance. Voilà. Oui, alors c'est un peu en lien avec la fameuse diapo que je vous ai présentée avec les différentes étapes. Alors, entre les exigences de la loi sur le devoir de vigilance française et le projet de directive européen, les obligations sont assez similaires. Les entreprises sont amenées, déjà, il faut qu'elles identifient les risques
majeures qui sont liées à leurs activités et à leur chaîne de valeur. Et à partir de cette cartographie un petit peu des risques, elles doivent mener des actions de due diligence ou devoir de vigilance pour remédier à ces risques et éventuellement pour mener des actions de correction, de remédiation, tout ce qui peut prévenir et atténuer ces risques et ces impacts. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions plus précises à ce sujet. Ça inclut aussi, ça peut inclure la mise en place d'audits sur site auprès des fournisseurs. C'est quelque chose qui a un certain coût, mais c'est ce qui est aussi attendu dans le cadre du devoir de vigilance. Merci Isabelle. Alors du coup, je vais... Oui, donc c'est parfait, merci. Il y avait une question concernant l'intervention de Mathieu. Et on parlait donc de l'empreinte forêt dans Volver. Ouais, oui, j'y ai répondu. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en Volver, c'est une association qui est assez chouette, qui travaille notamment sur cette initiative de calculer votre empreinte forêt, vous en tant que citoyen, mais aussi au niveau des entreprises, il me semble, Mathieu. Oui, donc l'idée de donc Envolver a développé le référentiel empreinte forêt et souhaitait bénéficier avait besoin d'un appui financier pour pouvoir mener à bien l'ensemble de ses travaux, donc en mobilisant un groupe en chambre équilibrée, des acteurs publics, des chercheurs, des organisations de la société civile, mais également des représentants du secteur privé, pour pouvoir affiner son référentiel, qui permettrait à tout à chacun de calculer sur sa consommation quotidienne l'empreinte qu'il aurait de sa forêt, et également pouvoir prendre les arbitrages dont il avait besoin pour calibrer son référentiel, donc notamment pondérer le poids des certifications de certaines commodités en fonction de leur crédibilité. Donc pour cela, il avait besoin de mobiliser et donc c'est dans ce cadre-là que l'Agence française de développement, à travers le comité scientifique et technique forêt, a apporté son concours financier. Voilà. Merci Mathieu. Et il me semble, si vous voulez en savoir plus sur l'empreinte forêt, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet évidemment d'Envolver. Je pense qu'ils ont notamment publié une étude l'année dernière concernant l'empreinte forêt des poulets ou du secteur avicole, ou en tout cas du poulet, de ce que vous pouvez retrouver dans les étals de nos grands magasins. Écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'il est 15h32, il n'y a plus de questions. Donc, merci à vous tous. Vous êtes encore nombreux à être parmi nous. Merci à nos intervenants. On voit que le sujet de la déforestation importée, évidemment, intéresse et doit être examiné, étudié et faire l'objet d'une mobilisation de la part de tous et sans doute du secteur financier. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour notamment évoquer les attentes de la société civile envers l'immobilisation du secteur financier et a fortiori français de notre écosystème, et suivi ensuite d'une discussion entre nous pour imaginer ce qu'on pourrait faire ensemble pour justement prendre part à ce défi important dans les semaines et mois à venir. Merci encore à tous et puis belle fin de journée. À la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire en ligne et ce sera aussi sur Zoom. On va communiquer dessus de toute façon dans les prochains jours pour qu'il n'y ait pas de fausses notes concernant notamment le lien. Merci encore à vous et très très bonne journée. Merci, au revoir.